Et ça fait très longtemps en fait qu'on collabore ensemble et ça me fait énormément plaisir que tu sois là ce soir. Et toi, tu es là vraiment, ben, dès le moment où on a ces jeunes qui se battent, qui ont cet accompagnement, eh ben, il est là pour faire des piqûres de feu sacré chez les jeunes. Merci. Tu as la zapette. Est-ce que c'est votre collègue? Vous l'avez posée là? Très bien. Bah, écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je ne suis effectivement pas l'international, mais le Neuchâtelois de l'étape. Alors, je me sens quand même un peu à l'aise puisque je suis on va dire, un 12e de Valaison, puisque depuis 7 ans, j'ai le plaisir et l'honneur de passer un mois en Valais. C'est une innovation personnelle. J'ai réussi à faire entendre à tous mes collègues, à mes associés, qu'un mois passé à Haute-Nanda, le matin du ski et l'après-midi du projet, ça rapporte du chiffre d'affaires. Et c'est plutôt le cas depuis 7 ans. Alors, dans le bon sens. Ok, donc je ne vais pas me présenter trop longtemps, je vais revenir peut-être sur qui je suis au cours de ma présentation, j'ai prévu de l'encapsuler à l'intérieur directement, mais je m'appelle Dan Noël, comme la fête de Noël, comme le Père Noël, si vous voulez. C'est écrit exactement la même chose, qui me facilite parfois les réservations dans les hôtels, quand ils ne croient pas que c'est un gag. Et puis, j'aime bien me caractériser comme ça de serial entrepreneur, de digitaliste, puisque je serai le premier à me faire implanter une puce sous la peau si elle m'apportait quelque chose de techniquement intéressant. Donc peut-être que le groupe Mutuel me proposera ça une fois. Et puis, ma passion, c'est d'une part de créer des entreprises, mais également d'aider des gens à en créer. Et puis, ça fait maintenant plus de 12 ans que je fais ça et j'ai vu plus de 2500 entreprises sans jugement de valeur depuis le kiosque jusqu'à la start-up hautement technologique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors permettez-moi de vous raconter une toute petite histoire. Il se trouve que la semaine dernière, je suis allé en incubation d'innovation à Paris. Alors le titre de ma présentation, c'est Le romantisme est mort. Alors c'est vrai que c'est quand même un petit peu bizarre de commencer par une visite dans la ville, soi-disant la plus romantique du monde, en tout cas quand on est amoureux. Mais j'y suis allé tout seul cette fois-ci, et je suis allé visiter un certain nombre d'entreprises qui voulaient me recevoir depuis un moment, puis avec qui on pouvait échanger. Et j'ai eu notamment l'occasion d'aller dans une entreprise qui est particulièrement très avancée dans le domaine de la communication digitale, ce qui est aussi une de mes passions particulières, et dans la communication digitale des plus jeunes générations, tout ce qui est communication verticale, TikTok, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, je repensais déjà à la présentation de ce soir, et en me baladant dans leur bureau, ils ont des bureaux très sympathiques puisqu'ils appartiennent au groupe TF1, donc ils ont un peu de moyens, et il y avait non pas des whiteboards, mais vous savez, des super tableaux noirs où on peut écrire à la craie, ça fait très start-up comme ça, très sympathique, très San Francisco. Et puis, il y avait cette phrase qui était notée en anglais, alors je vous l'ai mis en français, mais qui était notée un peu partout, qui disait qu'il est toujours mieux de faire que de penser. Alors c'est vrai qu'un peu de stratégie, comme vient de le dire le professeur Inboden, n'est pas négligeable, mais le fait de mettre les mains dans le cambouis, je crois que c'est la meilleure manière d'innover. Et l'innovation, alors j'aime beaucoup aussi une de vos dernières slides, c'est vrai que l'innovation, on pense souvent à l'aspect purement technologique, et puis je crois qu'on est tous, parce que c'était la thématique de ce soir, c'était faut-il innover aussi, oui, à quel prix? Je crois qu'on est quasiment tous convaincus que c'est plus innover pour exister, mais c'est innover pour plus disparaître aujourd'hui. Et moi, je viens plutôt du domaine de la PME, et je peux vous dire que si j'innovais pas tous les matins, ou si mes clients n'innovaient pas tous les matins, ils auraient déjà été disruptés depuis bien longtemps. Et je crois qu'il n'y a pas une branche qui fait exception. Je sais que j'ai vu que dans la liste des participants, il y a des gens qui viennent du domaine de la banque, autant dire qu'il y a quelques soucis à se faire avec des nouveaux players qui rentrent sur le marché. J'ai mangé pas plus tard que la semaine dernière avec quelqu'un qui est spécialisé dans le développement de l'intelligence artificielle et qui est en train de modéliser un avocat. Donc l'idée, c'est d'avoir non, le boulot, les métiers où on se disait de toute façon la rhétorique ne sera jamais remplaçable, etc. Eh bien, ces braves gens sont en train de développer une intelligence artificielle qui intègre toutes les lois et toute la jurisprudence, puis quand vous brûlez avec un café au McDo, et puis vous dites est-ce que j'ai une chance de gagner, vous sortez votre smartphone, vous tapez la problématique et immédiatement le truc vous répond quelle est la probabilité que vous gagnez si vous portez plainte. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Imaginez que de l'autre côté, du côté du McDo, ils ont la même application, qui font le même calcul, et puis que de l'autre côté, vous avez 95% de chances de gagner, puis eux que 5, mais on va se passer des tribunaux, parce que
qu'on va directement avoir une conciliation directe. Et tous les métiers sont comme ça soumis. Et c'est vrai que l'innovation, c'est de la technologie, des choses comme des drones, comme on a vu tout à l'heure, plein d'intelligence artificielle, mais l'innovation, elle doit être partout dans l'expérience client. Je sais que Manu, ça t'est particulièrement cher, mais c'est aussi même dans l'organisation, dans le management de nos sociétés. Moi, qui ai une société qui a passé rapidement de 6 à 23 collaborateurs, et on commence à avoir des millennials qui commencent à venir travailler chez nous, eh bien, ils ne veulent plus être managés, ils ne veulent plus travailler comme avant. Donc, on est également obligé d'être innovant dans la manière dont on pilote nos entreprises. Et puis, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps de l'ancien boss du développement innovation de chez Google X, donc c'est difficile d'être plus innovant que ça, qui disait que, alors il en a soupé, hein, maintenant il est dans le bonheur, hein, il a changé de job, mais il disait clairement que l'innovation n'est pas de la technologie, mais des gens. Et c'est vrai que finalement, être innovant, être créatif, c'est une question d'état d'esprit. Et ça va aller dans le sens de ce que vous avez dit, professeur Imboden, il y a quelques instants, c'est cette question du changement. Et avoir un esprit d'innovation, c'est plein de caractéristiques. C'est de l'ouverture d'esprit, c'est de la flexibilité, c'est de la coopération, c'est de la co-création, de l'authenticité, du décloisonnement, le fait d'avoir le droit de se planter et de ne pas se faire engueuler ou se faire virer quand on s'est trompé. Donc tout ça, c'est des choses qui sont des caractéristiques purement humaines et qui permettent de développer l'innovation, quelle que soit la taille de la structure. Alors, j'ai toujours été un zèbre, ça revient à ma présentation personnelle, c'est pour ça que je l'intègre à l'intérieur. C'est vrai que depuis tout petit, alors ça se sent peut-être un peu moins parce que je me soigne, mais je souffre enfin d'un syndrome un peu particulier. J'ai les deux hémisphères du cerveau qui fonctionnent de manière pas tout à fait normale. Alors il y a plein d'avantages, mais il y a aussi plein de désavantages. Dans le désavantage ou l'avantage, vous prendrez du côté que vous voulez. En fait, chez moi, la capacité ou l'envie d'innover est une maladie, c'est un syndrome. Je ne supporte pas le statu quo. Dès qu'on tombe dans la routine, ça m'est insupportable, ça me crée des crises d'angoisse. Donc, globalement, je suis viscéralement quelqu'un qui doit tout le temps changer, ce qui use un peu ma femme, parfois. Et mes collaborateurs, collaboratrices. Et comme j'ai l'avantage de bosser avec ma femme aussi, vous imaginez ce que ça peut donner, quoi. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas forcément représentatif du commun des mortels face à la capacité d'absorption de nouveautés. Au contraire, je suis plutôt celui qui la catalyse en permanence. Alors, c'est vrai que quand j'ai préparé cette présentation, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire en si peu de temps dans un sujet aussi protéiforme que l'innovation. Je vais essayer de vous donner un conseil pratique, applicable, pragmatique dans n'importe lequel de vos structures et qui est en fait le fruit de ma propre expérimentation, ma propre innovation et de l'observation que j'ai auprès des très nombreux clients et projets start-up auxquels je participe. Alors, le problème, c'est celui que j'ai noté là, c'est celui dont je ne souffre pas, c'est le problème du syndrome du romantisme. Hein, c'est vrai que le romantisme, vous connaissez toutes ces phrases, c'était mieux avant, on fait toujours comme ça, pourquoi on changerait, c'est tellement mieux, on va se planter, pourquoi on changerait, etc. Toutes ces phrases-là, ce romantisme, je considère ça comme une gangrène, comme un cancer, comme une calcification de nos entreprises, qui fait que finalement la capacité d'innovation et de créativité est complètement cloisonnée, desséchée comme un vieux pruneau sec. Alors, pour combattre cette notion du romantisme, il faut comprendre que derrière cette notion de romantisme se cache une grosse problématique, c'est que l'être humain, viscéralement, a peur du changement. Alors ça, il y a des gens qui ont plus ou moins peur du changement. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas peur du tout, mais ce n'est pas tellement répandu non plus. Et le phénomène du changement, c'est un mécanisme qui est naturel. Le fait d'avoir peur du changement, c'est simplement une protection parce qu'on connaît l'état qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et notre organisme se protège parce qu'on est dans un état où on veut protéger ce qu'on a déjà développé et on veut conserver l'acquis, avec la difficulté effectivement d'innover, de changer dans un univers qui lui devient de plus en plus rapide. Donc il va falloir transformer cette problématique, c'est-à-dire cette peur du changement, en une appétence au changement. Alors c'est un peu le sujet de cette présentation. Je me dis, qu'est-ce que je peux vous livrer de très simple, de très pragmatique, en si peu de temps, qui va être hyper utile pour combattre ceci et faire de transformer la trouille de vos collaborateurs en une superbe pêche melba comme celle-ci, un dessert sucré qui donne envie. Et comme je dors chez 2 Courtons chez les soirs, je peux vous dire que ça commence à me faire saliver. Alors, en résumé, ça tient à une phrase magique que j'ai découverte et que je pratique depuis plusieurs années et que j'applique et que je martèle chez tous les gens que j'accompagne dans tous les projets, c'est « et si on faisait simplement un test ?» Donc ça, c'est vraiment une phrase, elle est toute bête, toute simple, pragmatique, mais alors par contre, elle a un effet bœuf, extraordinaire. Alors, c'est parce que ça promouvoit un esprit d'expérimentation. Ce n'est pas dans une école comme celle-ci où je vais apprendre ce que c'est que l'expérimentation. Mais dans les entreprises, ce n'est pas forcément donné. Alors, à quoi ça peut ressembler et à quoi ça sert? Alors,
Je vous ai mis en gros le logo, parce que comme ça je me rappelle de quoi je devais vous parler, parce que c'est un autre problème de mon syndrome, j'ai eu tendance à m'expandre un petit peu. Il se trouve qu'une excellente illustration de ceci, c'est parti d'une grosse frustration de ma part. Je ne sais pas si parmi vous, dans l'audience, il y a aussi des gens qui ont des problématiques avec les emails. C'est-à-dire que l'email, moi, c'est un truc qui me gonfle prodigieusement, dans lequel j'en reçois à peu près une centaine par jour, avec des choses tout simplement de copie. C'est pas le plus efficient et le plus efficace pour travailler. Enfin bref, c'était quelque chose qui me plaisait plus du tout dans mon bureau. Et à un moment donné, j'ai découvert cette application qui s'appelle Basecamp. Il y en a d'autres, il y a Slack. Et puis, je me suis dit, mais c'est génial, cette solution correspond tellement plus à ma manière de travailler, à la culture de ma boîte. Et puis, si on arrêtait complètement d'utiliser l'email en interne pour faire ça, ça ressemble à un Facebook d'entreprise, si vous voulez, un peu plus développé. Et alors comme ça me permet de concentrer sur ce que je dis. Donc effectivement, l'idée, vous imaginez, mes collaborateurs, collaboratrices, je leur dis, on va abandonner l'email. Je ne vous dis pas la trouille absolue, mon Dieu, bien que tout le monde se plaint, hein. Tout le monde dit, j'en ai marre, c'est n'importe quoi, j'en ai plein la boîte, je ne sais plus quoi faire, mais personne n'osait faire le pas. Et bien, j'ai appliqué la phrase que je viens de vous montrer tout à l'heure. Plutôt que d'essayer de dire, allez, dogmatiquement, comme le chef d'entreprise que je suis, du jour au lendemain, plus d'email, les gars. Ben, j'ai changé d'idée. J'ai dit, et si on essayait, si on faisait un test? J'ai dit, ben, j'ai découvert une super application, si on la testait ce vendredi. En disant, ben, vendredi, on se met tous d'accord et on se dit, on n'envoie plus d'email, puis on travaille juste avec ce truc. Et en fin de journée, on va se retrouver, puis on va se dire, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien? Et j'ai été totalement honnête avec mes collègues, si ça ne vous plaît pas, on laisse tomber. Et puis, la fin de journée du vendredi, tout le monde a trouvé ça super génial. On dit, ouais, c'est cool, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Et du coup, on a dit, bon, on teste une semaine de plus. Et puis finalement, aujourd'hui, on ne fait plus que ça depuis 2 ans et demi, on n'a plus d'email en interne. Donc si vous voulez m'écrire un truc, l'email, ce n'est pas forcément le meilleur moyen. Donc, je vous ai passé mon email tout à l'heure, utilisez d'autres canaux, ce sera préférable. Alors, quelques bénéfices, 4 bénéfices de cette approche par l'expérimentation. Et si on testait, hein, cette fameuse phrase. Alors, en premier lieu, ça permet d'éviter ou de réduire la procrastination. Vous savez, la procrastination est la maman de la procrastination, c'est la perfection. On se dit, faut que ça... Puis alors, en Suisse, je ne vous dis pas, puis moi qui viens du canton de Neuchâtel, dans la Watch Valley, hein, donc où la précision, c'est quelque chose. Donc avant de lancer un truc, il faut être sûr d'avoir tourné sa langue 17 fois dans la bouche. Donc on finit par rien faire du tout dans l'immobilisme. Eh bien, le fait de dire, et si on essayait, si on testait, et puis finalement, si ça ne marche pas, on arrête, on fait autrement. Hein, ça fait baisser le prix de l'entrée, et c'est vrai que ça permet de combattre fortement la procrastination. Pendant très très longtemps, j'ai une de mes entreprises dans laquelle on fait de la formation présentielle. Évidemment, on a une position assez forte dans le canton d'où je viens. On était dans la procrastination pour se dire, on aimerait passer à une version numérique de nos formations. Et puis, on était en train de tester, on essayait plein de logiciels, puis on n'était pas sûr que ça allait trop au top, est-ce qu'il fallait avoir des caméras RED à 30 000 francs pour filmer, enfin des trucs de fou, jusqu'au jour où on dit, et si on faisait un test, quoi? Alors on a sorti simplement un appareil photo numérique, 2 lampes de briquet de broc, on s'est booké une journée, puis on a tourné une formation. Puis on a dit, on va la mettre directement en live, on va la mettre sur une plateforme, elle a l'air bien, finkifique, on essaye, go. Puis aujourd'hui, on en a vendu pour plus de 20 000 francs, en quelques semaines. Donc finalement, on a développé cette culture par rapport à ça et on va continuer. Et aujourd'hui, on est en train de développer toute une plateforme de formation sur cette base. Ça permet de recueillir des données. Il n'y a rien de mieux que d'avoir les mains dans le cambouis pour voir si ça plaît ou ça ne plaît pas, avec un petit test d'abord. Et puis, bien entendu, ça permet, quand on récolte des données, de ne plus être dans le domaine de l'hypothèse, vous savez, le stéréotype, mais de voir vraiment ce qui est vrai sur le terrain. Et évidemment, d'être beaucoup moins bloqué par rapport à l'innovation. Ça permet, bien entendu, également de faire baisser fortement le seuil d'aversion au risque. Alors, une statistique que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, ça ne fera peut-être pas très plaisir aux décideurs qui sont dans cette salle, mais 70% des bonnes idées que nous avons, nos intentions, nos envies d'inventer quelque chose, d'innover, 70% vont se casser la gueule, on ne pourra pas les appliquer. Les gens ne suivront pas, ça n'ira pas, parce qu'il y aura un phénomène d'aversion au risque qui sera beaucoup trop fort. Donc il faut en tenir compte. Alors le fait de dire, et si on faisait uniquement un test, et ça permet de faire baisser cette aversion et d'avoir une décision qui est beaucoup moins grande à prendre. C'est pour ça qu'on nous fait tester des bagnoles. Hein. Quand vous achetez une nouvelle voiture, vous allez vous balader avec le vendeur de voiture, il vous fait faire un joli coup autour du propriétaire, puis quand il est dans une zone où il sait qu'il n'y a pas de radar, il dit mettez un petit coup de gaz là, hein, histoire que... Et puis à ce moment-là, vous avez pris une telle expérience, un tel pied que vous dites j'ai pas envie de rendre les clés, quoi. Ben, il y a des marques qui vont encore plus loin, dont une qui a réussi à m'avoir il y a 4 ans. Donc non seulement j'ai été faire le tour de bagnole avec le vendeur de voiture et tout s'est bien passé, j'étais déjà passablement séduit, mais vu le prix du véhicule, j'étais quand même encore un peu tendu. Il m'a dit mais et si vous preniez le véhicule ce week-end pour le faire essayer à madame, c'est une voiture qui se décapote et tout, ce serait génial, et puis vous me redirez, vous me la ramenez lundi. Depuis, on a changé de marque, on est chez BMW, et puis ma femme en a aussi acheté une. Et puis,
finalement, ça permet d'autoriser le retour, parce que c'est vrai, alors ça c'est plutôt auto-centré, parce que l'innovation, elle doit se passer sur plusieurs plans, il y a plusieurs acteurs dans l'écosystème, comme vous disiez, et puis il y a effectivement le management, les gens qui dirigent l'entreprise, il y a les collaborateurs. Mais au niveau du management, par exemple, moi, il y a des fois des innovations qui me font peur, parce que je me dis, si je prends cette décision, ouh là là, si je dois faire machine arrière, est-ce que je ne vais pas me désavouer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour vous donner un exemple concret, une innovation managériale chez nous, on a décidé de passer, enfin, on voulait tenter l'expérience à la base de la gouvernance distribuée. Alors je peux vous dire, quand on m'a expliqué ça, on va dire, on va faire des cercles, et puis les gens, on pourra... Enfin, ce serait trop long à expliquer, mais globalement, j'étais dans un blocage absolu par rapport à ça, en me disant, mais mon Dieu, si j'essaye, puis que je trouve que c'est pas bien, mon associé, puis qu'on va faire machine arrière, on va être désavoué. On a dit, on va faire un test, faisons un test pendant une période, si ça se passe bien, on continue. Et je peux vous dire qu'on adore ça depuis. Donc vraiment, ça permet vraiment de faire cette machine arrière sans se désavouer, ça baisse le commitment. Hop. Alors, juste pour terminer encore, quelques situations dans lesquelles cette approche par expérimentation vous sera encore plus utile. C'est vraiment des déclencheurs, des triggers. En premier lieu, lorsque vous êtes face à une grosse décision, une décision où le seuil de se tromper est important, eh bien le fait d'y aller step by step, comme vous avez dit dans votre présentation tout à l'heure, permet effectivement, une fois de plus, d'avancer, d'innover différemment. La deuxième situation, c'est que lorsque vous faites face à des gens, une audience qui est vraiment fermée, bloquée par rapport à l'innovation que vous voulez mettre en place. Alors, quelque chose de très terre à terre. En 2015, on a eu une phase de croissance importante dans mon entreprise. J'en ai développé 3 à l'intérieur du même endroit. Et on n'a plus assez de place. C'est physique, c'est bête, hein, c'est tangible. C'est quelque chose d'assez terre à terre. Et puis, j'ai eu une idée lumineuse, innovante, une nuit. Je me dis, et tiens, si on supprimait tous les bureaux physiques de tous les employés, moi le premier. Alors que tout le monde avait son super bureau avec la photo du chien, la photo de sa femme, et puis vous savez, le petit gris-gris qui pend, généralement où il y a le mot de passe écrit derrière. Hein, un truc. Et puis c'est vrai que là j'ai dû faire face alors, à une sacrée opposition du côté de mes collègues. Quoi. Après, tout le monde ne se rend pas compte comment on va faire, et puis vous voyez, vous savez, les bureaux, les gens ils font pipi dessus, et puis ensuite c'est à eux, hein, donc c'était pas évident. Eh bien, on a procédé également de la même manière, on a dit écoutez, ben, et si on faisait un test? Hein, on va essayer gentiment pendant une période, on va faire ça 1 mois, puis si ça ne va pas, moi, le chef d'entreprise, je m'engage à dire let's go, je vous redonne votre bureau, je vous redonne les clés, etc. Depuis 2015, nous n'avons plus de bureau physique. Et quand quelqu'un parlait tout à l'heure de l'âge et de l'innovation, de la capacité à changer, ben, la personne qui a le plus facilement fait le switch, c'est mon associé qui a 75 ans. Donc finalement, on voit que la version test et essai permet aussi de faire bouger parfois des murs qu'on imagine, telle la muraille de Chine, inamovibles. La troisième situation dans laquelle c'est très utile d'avoir cette approche par expérimentation, c'est lorsque vous êtes non pas face à des gens qui sont totalement bloqués, mais des gens qui sont dans un certain confort. Alors c'est toutes les décisions, par exemple, si on décide de changer une ligne de produit, parce que évidemment, ça va faire excessivement peur en interne, cette innovation. Parce que si vous le faites comme ça, on se dit, d'une part, ça peut bouleverser l'emploi, mais ça peut bouleverser aussi le problématique au niveau du marché. Et le fait d'avoir une approche par l'expérimentation, une fois de plus, permet de dire on fait un test de petite taille, on fait un prototype avec une audience d'une certaine délimitation, et tout de suite, ça fait baisser le stress et on permet d'avancer. C'est toujours la sempiternel problème psychologique que l'être humain a un biais cognitif parmi tant d'autres, c'est que vous et moi, nous sommes beaucoup plus motivés par la perte potentielle que par le gain. Donc évidemment, les gens sont souvent bloqués dans leur propre situation parce que le fait de perdre un tout petit bout de terrain est beaucoup plus violent pour eux, et donc beaucoup plus procrastinant que le fait de dire et si on va gagner quelque chose. Donc le fait d'y aller par itération, petit test, une fois de plus, permet de faire bouger les lignes. La quatrième et dernière situation, c'est pour combattre cette problématique de la peur de l'échec. Et le fait d'y aller par test, ça permet surtout aussi de dire on expérimente et surtout à la fin, si ça ne marche pas, on laisse tout tomber. Et ça, c'est pas facile. C'est une culture qui est très difficile à implanter dans un pays comme le nôtre. C'est le fait de dire qu'on peut avoir passé des mois à développer quelque chose et qu'à la fin, on dira on a appris quelque chose, c'est que ça ne marche pas, quoi. Mais au moins, on aura appris quelque chose. Pour terminer en beauté, photo de la grenouille, je crois que ça rejoint également ce que vous disiez à la fin de votre présentation. Ces petits tests, ces petites expérimentations permettent d'acclimater petit à petit les gens au changement et puis de transformer cette crainte du changement, cette aversion naturelle, telle la grenouille, vous savez qu'on met dans de l'eau froide et qu'on monte très gentiment la température, elle finit quand même par se faire griller. Donc si vous procédez de la sorte, vous arriverez à injecter petit à petit le gène de l'innovation et puis donc de faire baisser le coût du changement. Et voilà, je crois que j'en ai terminé.